Le journal politique, présenté par Laura Sahin. Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous politique de la semaine. Aujourd'hui, je reçois Laurent Lardy. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur l'antenne de Radio JM. Vous êtes député de la 2e circonscription des Bouches-du-Rhône, adjoint au maire de la ville de Marseille, en charge de l'économie, l'emploi, le tourisme durable, le numérique et les fonds européens. Bienvenue. On va d'abord aborder des questions locales avant de parler de sujets plus nationaux. Laurent Lardy, lors du dernier conseil municipal, Benoît Payan, le maire de la ville, a annoncé ériger prochainement une stèle en hommage à toutes les victimes de l'attaque terroriste perpétrée le 7 octobre en Israël, des victimes en Israël et à Gaza, du mouvement terroriste du Hamas, a-t-il indiqué. Avez-vous une idée du calendrier de l'inauguration de cette stèle et pourquoi cette nécessité, selon vous, de l'ériger ici, à Marseille ? Le travail de mémoire, l'hommage aux victimes et aux familles, c'est un projet qui est effectivement étudié actuellement. Le maire en a effectivement parlé au dernier conseil municipal, donc moi j'ai pas d'informations techniques sur l'avancement du projet. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il doit se faire notamment en accord et en coordination avec l'État, bien entendu avec les familles de victimes. Reste à savoir ensuite si ce projet doit faire l'objet de la recherche d'un lieu national, d'une répétition ou d'une dissémination dans plusieurs villes en France. Nous, en tout cas, on participe à la réflexion sur ce sujet. La seule chose, si vous voulez, qu'on veut éviter, c'est la récupération politique d'un tel geste. Donc la ville, elle est aujourd'hui aidante pour le réaliser. Elle vient en appui de ces initiatives et c'est ce qu'a annoncé le maire lors du dernier conseil municipal. Alors, lors de son passage à Radio JM, Benoît Payan, effectivement, en juillet, entre l'entre-deux-tours des élections législatives, vous étiez encore candidat à l'époque, il avait promis également une subvention à Marseille pour lutter contre l'antisémitisme dans certains quartiers. Est-ce que vous savez s'il a avancé sur ce sujet ? Ah oui, enfin mon souvenir le plus immédiat date justement là, du conseil municipal de juin. Je crois que en plusieurs fois, je crois que c'est un peu plus de 40 000 euros qui ont fait l'objet de subventions au fonds social juif unifié, a priori fléché pour aider à la diffusion du travail du FSJU de mémoire, de lieux interculturels, et notamment également pour diffuser le prix Misrahi dans les écoles et les centres sociaux de la ville. Voilà l'objet en tout cas de la subvention. Alors Laurent Lardy, on va parler du plan Marseille en grand qui fait couler beaucoup d'encre depuis une semaine, avec notamment un rapport de la Cour des comptes qui souligne un défaut de cohérence dans la mise en œuvre de ce plan. Que faites-vous concrètement aujourd'hui, vous, avec votre équipe municipale, pour sauver ce plan Marseille en grand? Sauver, c'est un grand mot, je vous l'accorde, mais disons espérer aller au bout de ce chantier titanesque. Alors moi d'abord je suis confiant, je pense qu'il ira au bout. En tout cas aujourd'hui pour les volets qui sont directement maîtrisés par la ville de Marseille en lien direct avec l'État, je pense évidemment au plan école. Je reprécise qu'il s'agit de 1,4 milliard d'euros. Attention à ce qu'on raconte parce que il y a des inexactitudes dans ce 1,4 milliard d'euros. C'est la ville qui est le plus important apporteur à hauteur de 1 milliard. L'État en fait va apporter 400 millions d'euros et puis effectivement il apporte de la garantie d'emprunt à hauteur de 650 millions d'euros. Mais ça n'est que, j'allais dire, que de la garantie d'emprunt dans la mesure où c'est bien les Marseillais qui auront la charge de la reconstruction de leurs écoles pour 1 milliard, l'État venant sur 400 millions. Après l'avancement, il y a beaucoup de polémiques sur c'est lent, etc. Enfin, on aura quand même sorti en 2 ans et demi 17 écoles, 50 à l'échéance de 2026, donc le plan avance. Je pense qu'il était normal que ce plan école avance lentement au départ, parce qu'il a fallu créer des bases. On est parti pratiquement de zéro. Concernant la ville, après directement, il y a des choses plus accessoires, mais quand même sur le volet culturel, sur le plan cinéma par exemple, nous on a bien avancé sur le projet qu'on maîtrise en particulier, c'est-à-dire la rénovation du pôle média de la Belle de Mai, pour lequel à la fin de l'année, on va appeler l'État à la hauteur de la subvention qu'il a promise de 1,5 million d'euros, en sachant que la ville elle-même va investir, je pense, un peu plus de 10 millions d'euros dans cette rénovation. Donc si vous voulez,
Pour résumer, aujourd'hui, du côté de la ville, en lien direct avec l'État, nous on considère qu'on avance bien. Je pense qu'il y a d'autres aspects du plan Marseille en grand qui effectivement ont plus de difficultés, mais elles sont connues. Récemment, la région s'est retirée de la Cité du Cinéma, en disant très clairement d'ailleurs, après avoir tenté de dire que c'était la faute de la ville, mais ça n'a pas duré très longtemps, en ayant clairement dit qu'en fait, ils voulaient réorienter ces investissements pour les Jeux Olympiques de 2030. Donc voilà, je pense que là c'est le choix de la région. Elle choisit de retirer ses aides à des projets qui sont, en particulier, on le constate, situés dans les Bouches-du-Rhône, ce qui, à mon avis, est assez grave dans la situation actuelle, parce que les maires concernés n'avaient pas besoin de ça, dans la mesure où on sait les difficultés financières qui vont être celles des collectivités avec les réductions drastiques des dotations de l'État. Donc voilà, si j'étais un peu plus offensif, je n'hésiterais pas à dire qu'on est en plein cynisme, que Renaud Muselier continue à maltraiter Marseille comme il le fait, en préférant investir dans l'est de la région et très peu dans l'ouest. Donc finalement, vous n'êtes pas inquiet par rapport à ce plan Marseille en grand, vous êtes plutôt confiant par rapport aux initiatives menées et au calendrier tenu? Alors, moins sur le volet transport aujourd'hui qui nous fait souci, parce que en clair, la directive donnée par le président de la République, c'était, et qui était assez logique d'ailleurs, qui a dit on a besoin de développer des systèmes de transport structurants vers le nord de la ville et ensuite dans l'ensemble de la métropole. Et on va dire que la métropole, elle a refusé d'appliquer cet accord passé avec l'État. Donc maintenant, c'est les difficultés qu'elle peut avoir face à un État qui dit écoutez, moi je donne pas d'argent si vous faites pas ce sur quoi on était tombé d'accord. Au-delà de ça, ce serait grave qu'on aille plus loin dans ce désaccord, parce que ça veut dire qu'on prendrait encore du retard dans l'installation de systèmes de transport qui permettent aux habitants de la métropole d'avoir enfin une alternative à la voiture pour se déplacer du nord au sud de la métropole et de l'est à l'ouest. Donc vous soulignez là finalement, Laurent Lardy, un manque de coordination entre la municipalité, la région, la métropole, c'est un peu ça? Non, parce que la ville elle-même, si vous voulez, les coordinations, elles se font de manière assez bilatérale finalement. C'est une relation entre l'État et la métropole en particulier qui définit le véritable plan de transport intégré dans le plan Marseille en grand. La ville y contribue en donnant sa volonté, ses idées, ses orientations. Souvent, on les résume un petit peu trop rapidement d'ailleurs. Oui, nous voulons des systèmes de transport structurants vers le nord parce qu'il s'agit de désenclaver et de permettre à des dizaines de milliers d'habitants qui sont assignés à résidence aujourd'hui dans le nord de la ville de pouvoir accéder à des systèmes de transport. Mais à partir du moment où vous construisez un tramway qui va jusqu'aux limites de la ville nord, ça veut dire que vous avez le début d'un système de transport qui ensuite peut partir sur la métropole, qui peut partir vers Aix, qui peut partir vers Vitrolles, qui peut partir vers les bassins ouest où on annonce aujourd'hui beaucoup de grands investissements qui vont créer beaucoup d'emplois. Et ces emplois, il faut bien entendu que les Marseillais y aient également accès. Alors vous êtes également en charge du tourisme et vous vous attaquez fort au Airbnb depuis quelques jours. Expliquez-nous cette volonté municipale de limiter ces logements destinés aux touristes. La réalité, c'est que lorsqu'on arrive à sortir 3000 logements par an sur Marseille, c'est un peu plus de 2000 qui passent en Airbnb. Donc ça veut dire que là où on a un besoin extrêmement important de logements sociaux, mais pas seulement, pour des gens qui veulent se loger à Marseille, des Marseillais qui habitent leur ville et qui aimeraient trouver un logement, on se retrouve dans un système concurrentiel dans lequel la location de courte durée, donc type Airbnb, vient prendre des parts de marché beaucoup trop importantes. Et donc c'est contre ce phénomène qu'on lutte. Et ce qu'il faut remarquer, c'est que il y a une sorte d'unité politique transpartisane au plan national. Vous avez des villes de droite, de gauche qui sont complètement d'accord parce qu'elles sont confrontées au même phénomène. Donc, et aujourd'hui, il faut bien dire aussi une chose, et bien le préciser, c'est que c'est pas le système Airbnb de base qui pose problème. Lorsque vous avez une résidence principale et que vous décidez de la mettre quand vous partez en vacances en location, ça vous fait quelques revenus, c'est intéressant, etc. Il n'y a pas de problème avec ça. Quand les gens qui louent une chambre chez eux en Airbnb, il n'y a pas de problème. Le problème qu'on a eu et sur lequel on avait déjà pris un certain nombre de décisions lors de notre arrivée un peu plus tard, je crois que c'était en 2021, c'était déjà de limiter le nombre de résidences secondaires qui pouvaient être mises en Airbnb. Donc aujourd'hui, la volonté de la ville, c'est déjà dans un premier temps
d'aller au taquet de la loi, c'est-à-dire tout ce que la loi offre comme possibilité, et en particulier dans certains quartiers de Marseille, de freiner le développement des locations de courte durée. Ça, c'est une première direction. Et puis la seconde, sur laquelle on fonde beaucoup d'espoir, c'est la proposition de loi qui est en train de prospérer au plan national et qui devrait en principe être adoptée dans les 2 semaines qui viennent par le Parlement, et donc donner aux maires des communes en France, ceux qui en ont l'utilité, parce qu'il y a des villes qui considèrent que Airbnb c'est très bien, et elles ont tout à fait raison, mais à Marseille ça nous pose problème, et donc avec des dizaines d'autres maires et d'autres villes en France aujourd'hui, on va pouvoir bénéficier de nouveaux outils, de nouveaux cadres de contraintes pour limiter, freiner le développement d'Airbnb. Alors on va parler de votre engagement politique, Laurent Lardy. On le rappelle, vous êtes député Nouveau Front Populaire, fraîchement élu au Palais Bourbon en juillet dernier. Une deuxième circonscription qui, là encore, je le rappelle, était à droite depuis 1978. Vous avez donc fait basculer cette circonscription. Comment vivez-vous au sein de ce nouveau groupe politique de gauche, quelque peu bousculé par les sorties répétées et inconsidérées des députés La France Insoumise ? Alors, la réalité d'abord, c'est que le Nouveau Front Populaire est d'abord un accord électoral, en 2 temps d'ailleurs, un pour l'élection, si vous voulez, c'est une sorte de réflexe pavlovien de la gauche et historique, qui est de s'unir et de se regrouper sans chercher à aller plus loin en termes de compréhension lorsqu'il y a un danger de l'arrivée des fascistes, là en l'occurrence du Rassemblement national, au pouvoir. Donc c'est pour ça qu'on s'est réunis d'abord. Ensuite, cet accord électoral s'est prolongé, pour ce que j'ai pu constater moi, à l'Assemblée nationale, par des accords qui nous ont permis, en votant ensemble, de, par exemple aujourd'hui, être majoritaire au bureau de l'Assemblée nationale. Bon, on a loupé la présidence de l'Assemblée nationale, mais on a pu installer à la présidence d'un certain nombre de commissions des gens comme M. Coquerel, qui était déjà coprésident de la commission des finances, ce qui continue à faire. Et donc voilà. Maintenant, ce que je constate, c'est qu'il y a ensuite, on est dans un exercice aujourd'hui qui est très très pragmatique. On examine les amendements du projet de loi de finances. On a interrompu ça ce week-end et on va le reprendre le 5 novembre. Et la semaine prochaine, on va commencer à examiner le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Donc tous ces textes sont l'objet d'amendements. Et là, on voit que effectivement, dans un cas très majoritaire, j'allais dire, nous votons des amendements ensemble. Et puis il y a des cas dans lesquels nous ne votons pas la même chose. Donc je pense que la réalité composite de la gauche aujourd'hui, de considérer que des socialistes ne sont pas des LFI et de considérer que des Verts ne votent pas toujours comme les socialistes ou comme c'est une réalité qui s'applique très clairement et très pragmatiquement au sein du Parlement. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes confiant par rapport à l'avenir de la politique française, par rapport aux initiatives portées par le gouvernement du Premier ministre actuel ? Moi, je suis pas confiant, non. Je peux pas être confiant aujourd'hui parce que si vous voulez, je pense que un gouvernement qui aujourd'hui considère que la priorité numéro 1 c'est l'immigration, alors que tous les sondages ont montré avant, pendant et après les élections, vous avez d'autres priorités. Vous avez la priorité du pouvoir d'achat, par exemple, la priorité de la qualité et de la remise en ordre des services publics en France. Tout ça, ce sont des priorités qui ne sont pas suffisamment prises en compte. Et puis ce qu'il y a de plus inquiétant, à mon sens, c'est l'attitude finalement assez doctrinaire de la droite, puisque c'est elle qui aujourd'hui compose ce gouvernement, qui consiste à dire que la politique qui finalement a en grande partie échoué depuis 2017, on va la poursuivre. Donc on poursuit une politique de l'offre, là où il faudrait qu'on commence à s'orienter vers une politique de la demande. Il suffit de regarder ce qui se passe aujourd'hui en Espagne depuis 5 ans, où l'augmentation du pouvoir d'achat a permis de relancer la consommation intérieure. Des inquiétudes, c'est vrai, dans un premier temps, de la part d'un certain nombre de chefs d'entreprise. Et puis aujourd'hui, si vous tendez votre micro aux chefs d'entreprise espagnols, ils vous diront très largement qu'ils sont très heureux de cette politique parce qu'elle a permis de véritablement relancer la demande intérieure. Donc si vous voulez, moi aujourd'hui, cette orientation politique qui consiste à dire qu'on a tout bien fait depuis 2017, alors c'est vrai qu'on nous met toujours en avant la baisse du chômage, mais la baisse du chômage, attention, à quel prix ? Au prix de l'augmentation, je crois, de près de 10 points du nombre de travailleurs pauvres, c'est-à-dire de gens qui aujourd'hui travaillent à plein temps et n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Les gens qui étaient sur les ronds-points jusqu'en 2019, les gilets jaunes, c'était pas des chômeurs, c'était des gens qui travaillaient à plein temps et qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Et aujourd'hui, c'est pareil. Donc
Tant qu'on n'aborde pas cette question de manière frontale, on n'arrivera pas à régler la question sociale. Et moi qui suis très attaché au développement des entreprises, je suis moi-même chef d'entreprise depuis 25 ans, je le dis toujours, la prospérité n'existe que dans la paix. Et cette paix, elle doit être aussi sociale. Et donc, pour gagner la paix sociale, il faut savoir aussi rendre de la justice sociale. Et aujourd'hui, ça n'est pas l'orientation du gouvernement Barnier. En tout cas, c'est ce que je pense. Merci beaucoup Laurent Lardy, député de la 2e circonscription des Bouches-du-Rhône, d'avoir été avec nous sur l'antenne de Radio JM. Merci à vous. Bonne journée. Très belle journée. Pour voir ou revoir cette interview, n'hésitez pas à aller sur notre site internet radiojm.fr, nos réseaux sociaux Facebook, Instagram, X et notre application Radio JM. Très belle journée à tous. Le journal politique, présenté par Laura Saint.